Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets d'avocats. Pour en découvrir plus sur ce qu'on peut proposer, sur nos activités gratuites, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour découvrir nos articles, nos guides méthodiques, nos simulateurs, nos webinars faits à destination exclusive des avocats et libres de tout droit. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec maître Fabrice Piolet. Fabrice est avocat associé au sein du cabinet McDermott. Dans cet épisode, il vous parle de son activité, le private equity, de son évolution de carrière, de son choix de rejoindre le cabinet McDermott et du développement de sa clientèle. J'ai passé vraiment un super moment avec Fabrice qui était extrêmement sympathique, qui a répondu à toutes mes questions sans langue de bois et je le remercie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec maître Fabrice Piolet. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager, à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. Eh bien écoute, bonjour Fabrice Piolet, je suis ravi de te recevoir dans nos locaux parce que tu m'as fait le plaisir de venir. C'est vraiment sympa de ta part. Ça fait longtemps qu'on doit échanger, on a été mis en relation avec Amélie Lerosier que j'embrasse. Bonjour Fabrice Piolet. Bonjour Valentin, merci de cette opportunité, ravi de te rencontrer aussi. Eh bien, avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, tu es associé chez McDermott depuis 4 ans, tu vas nous expliquer bien sûr ce que tu y fais, etc. Mais avant ça, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours. Qui étais-tu finalement avant de devenir avocat? Pourquoi tu as fait ça et par quoi tu es passé? J'étais un étudiant très enthousiaste, très heureux de la vie étudiante, très conscient aussi de la chance que j'avais d'étudier à Paris. Je suis passé par la Sorbonne, je suis passé par Assas, je parcourais des lieux magnifiques, j'étais dans des bibliothèques superbes, j'avais des camarades de jeu extrêmement intéressants et donc j'étais à l'époque je pense assez insouciant sur la suite que j'allais donner en tout cas à mon expérience professionnelle et à ma carrière. J'avais bien conscience d'avoir fait le choix d'une orientation en faisant du droit qui menait à tout, mais qui était aussi au fil des années de plus en plus professionnalisante. Pour autant, j'ai jamais vécu les études en étant convaincu d'être avocat à la fin, et c'est finalement un certain nombre d'opportunités qui se sont créées, des portes qui sont ouvertes que j'ai su saisir, dans lesquelles j'ai su m'engouffrer plutôt, qui m'ont permis de devenir avocat. Très clair. Tu fais pas un parcours uniquement en France. J'ai vu sur ton LinkedIn, qui est plutôt bien fait d'ailleurs, que tu étais parti aussi aux États-Unis. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette expérience ? Bien sûr, parce que pour moi ça a été un moment hyper important. En fait, ça a été finalement le moment de bascule. Je suis allé, donc j'avais fait le choix après avoir fait un magistère de juriste d'affaires d'aller à New York avec la perspective à l'époque, c'était ce qu'on vendait, de faire une année à minima dans une université qui était en l'occurrence NYU, et ensuite de chercher une première collaboration ou un stage dans un cabinet américain. Moi, au moment où je pars à New York, j'avais encore jamais fait de stage. J'avais fait une expérience d'un mois chez un civiliste qui en fait faisait essentiellement du droit équin, donc c'était très loin en tout cas de finalement la carrière que j'ai découverte. Et à NYU, ça a été finalement un bouillon de culture, un bouillon de découverte, un choc évidemment d'abord avec la ville, esthétique, puis professionnel, parce que j'ai rencontré des professionnels. Moi qui étais à l'époque un des plus jeunes sans doute du LLM, j'ai été finalement amené à rencontrer des gens qui étaient déjà en exercice, qui m'ont donné envie finalement d'aller dans cette profession. Et j'ai eu la chance surtout que les cabinets viennent à moi, puisque c'était quand même le principal intérêt de ces facs, c'est d'être mis en relation avec les plus beaux cabinets, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière chez Weil Gotshal. Il faut quand même juste une petite anecdote, c'est qu'il faut aussi, ce qui a précipité les choses, c'est que c'est sans doute peut-être ma carrière n'aurait pas été la même, c'est qu'à l'époque, quand j'arrive à New York, j'arrive dans une ville qui bouillonne, et ça on est au mois d'août, et le 15 septembre c'est Lehman Brothers qui fait faillite, et tout d'un coup tout s'arrête, y compris d'ailleurs normalement les perspectives de recrutement au sein des cabinets américains, et du coup
la possibilité et le track que j'avais envisagé, qui était de rester un an de plus, tout d'un coup, se refermait sur moi. Ça a été un moment évidemment un peu compliqué, un peu de stress, et puis heureusement, finalement, j'ai eu la chance de rencontrer les gens de Walgochal qui m'ont fait une proposition à Paris. Très clair. Donc là, tu reviens à Paris. Finalement, tu vas exercer dans un domaine du coup qui ne peut plus être en corrélation avec du coup ce qui s'est passé pour Lehman Brothers. Et donc ça veut dire que tout ce qui est IPO, on oublie. Et tout ce qui est financement, ça devient extrêmement compliqué. Concrètement, tu signes dans quel département et pourquoi tu signes dans ce département? Alors je signe en corporate. À l'époque, c'était principalement, enfin, il y avait la promesse de pouvoir faire à la fois du private equity et du public M&A. C'était ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir en fait le plus longtemps possible garder toutes les portes ouvertes, puisque là encore je découvrais un métier, j'étais pas encore convaincu de vouloir le faire. En réalité, je me sentais certainement pas encore complètement avocat. C'était arrivé assez jeune dans mon parcours, puisque j'ai commencé à travailler chez Weil à 23 ans. Et pour moi, j'étais encore, en tout cas, même si j'avais la casquette de collaborateur, en observation. Ce qui était quelque chose que je me gardais bien de dire évidemment avec les gens qui m'entouraient, mais sans doute cela dit qu'ils ont pu observer, parce que ce qui est certain, c'est que arriver très jeune dans un cabinet comme celui-ci, avec finalement peu d'expérience comme je le disais avant, ça a été un vrai choc aussi, un vrai choc de pratique, et un accélérateur énorme, parce que c'est un cabinet qui fait confiance aux jeunes, qui les responsabilise, et ça a été pour moi finalement l'opportunité de devenir avocat. Donc finalement tu arrives, tu découvres un petit peu les cabinets d'avocats, même si tu avais fait un mois de stage, comme tu le dis, avec un sudiste en droit équin. Tu arrives dans un cabinet qui ressemble pas à un cabinet de sudiste en droit équin. Là, qu'est-ce que tu découvres? Est-ce que ça te plaît? Quelles sont tes missions du quotidien qui te sont données? Et surtout, quel rythme de travail tu commences à enquiller? En fait, d'abord, je découvre que je sais absolument rien faire, et que ces études qui avaient pourtant coûté cher avec NYU, je me posais vraiment la question finalement de la façon dont j'allais pouvoir les exploiter. Assez vite quand même, j'ai une réponse, à savoir que heureusement on avait été très bien formé avec un background juridique, parce que c'est vraiment bien évidemment un prérequis, mais une exigence très forte chez Weil, puisque la technique, les compétences de juriste sont vraiment mises en valeur, et c'est absolument essentiel dans la formation et dans ce qui attend des équipes. Mais surtout, je découvre effectivement que je sais rien, et je sais rien à la fois dans la façon de communiquer avec un associé, presque d'ouvrir un ordinateur et de m'installer sur mon Word. Et donc, je me retrouve très vite en fait avec deux typologies de dossiers. Un associé qui, je pense, me fait un bizutage très rapidement, à savoir que dès la première semaine, il me lâche sur le premier call avec les clients 5 minutes avant, en me disant qu'il n'était pas disponible, et je me retrouve seul à devoir mener une négociation. Bonne chance. C'était un petit dossier à l'échelle du cabinet, sans doute les risques étaient contrôlés, mais en tout cas c'était évidemment pour moi un baptême du feu. Mais plus généralement, bien évidemment, je me retrouve au sein d'une équipe avec des collaborateurs qui s'occupent de moi, mais aussi, et c'était vraiment ce qui était exceptionnel chez Weil à l'époque, avec des associés extrêmement présents dans la formation, et qui vous prenaient quasiment par la main pour vous accompagner dans cette collaboration, avec évidemment une exigence qui était qu'au terme de ces 2 ans, de ces 2 premières années de collaboration, il y avait un peu un côté in or out, mais en tout cas, si ça se passait bien, vous aviez ensuite tout le champ pour pouvoir vous épanouir dans le cabinet. Et comment tu restes à peu près 8 ans, je crois, au sein de ce cabinet. Est-ce que tu remarques de grandes évolutions de ta maîtrise, de tes responsabilités en interne, du regard des associés à ton égard? Et comment justement tu prends plus de place au sein du cabinet, sans pour autant t'imposer, etc. Mais comment tu prends ta place au sein du cabinet? C'est un cabinet qui a sans doute une forme de particularité, c'est finalement d'être, on le voit d'ailleurs quand on voit la stabilité de ceux qui y sont, c'est de fonctionner quand même comme une grande famille. Donc comment je prends ma place? Je prends ma place, je pense très naturellement, par le travail, en passant beaucoup d'heures avec d'abord les collaborateurs, mais aussi les associés qui étaient pas du genre à déserter et qui étaient souvent dans le bureau d'à côté pendant qu'on travaillait, voire le week-end évidemment, à passer du temps avec eux. Et donc je prends ma place à la fois en les observant, en comprenant les codes, en comprenant les attentes, et aussi peu à peu en me faisant le relais, ça s'est fait assez naturellement, des collaborateurs vis-à-vis des associés, à un moment où le cabinet peut-être
commençait à recruter beaucoup et où le lien très naturel que les associés avaient avec les avocats peut-être méritait qu'il y ait quand même une interface supplémentaire avec des collaborateurs qui s'en fassent les porte-parole. Ça a été pour moi mon premier moment important parce que ça m'a permis moi de m'intéresser, parce que j'avais cette responsabilité quelque part, d'avoir la possibilité d'échanger avec toutes les équipes, d'avoir finalement une forme de lien possible avec des gens avec qui j'aurais pas forcément parlé naturellement, de par ma seniorité, de par mes compétences. Et ça a été une première étape. Je pense qu'il y a une autre étape fondamentale, ça a été tout simplement les premiers dossiers perso. Alors c'est pas que le cabinet où j'étais les valorisait, mais en tout cas c'est que moi ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance dans la capacité à accompagner les clients, à prendre des décisions, à orienter. Ça m'a donné confiance un peu dans le dépassement de fonction, et donc à mesure qu'on prend confiance avec ces dossiers perso, on se rend compte qu'on est un peu plus libre d'oser des choses, de poser des questions, de challenger parfois, alors modestement, vu le niveau des associés qui composent le cabinet, et alors qu'à l'époque je suis en troisième ou quatrième année, mais quand même, c'est certain que ça a été quelque chose qui a accompagné la prise de confiance. Et comment tu vas du coup les chercher, tes dossiers perso, parce que je comprends bien et tu le comprends rapidement, ce qui n'est pas le cas de tous les collaborateurs, que la clientèle perso c'est important, que ce soit pour finalement avancer sans filet et prendre conscience, ou que ce soit même en termes de cash et finalement de constitution des premiers portefeuilles clients. Comment tu vas aller chercher ces clients ? La réalité, c'est que le premier vrai client perso, je ne suis pas allé le chercher, c'est un associé du cabinet qui m'a recommandé. Et ce client, c'est un client qui a complètement changé ma carrière, qui a été un accélérateur énorme. À la fois parce qu'en fait, déjà, il m'a donné envie de rester avocat. Parce qu'à l'époque, c'était justement, tu posais la question de comment est-ce qu'on se positionne quand on est un jeune avocat. J'étais en quatrième année, je me posais beaucoup de questions, j'étais noyé dans énormément d'heures de travail, évidemment des dossiers sur lesquels j'avais pas complètement la main sur la stratégie. Et je me demandais un peu pourquoi j'avais fait toutes ces études, parce qu'il y avait un côté très technique, certes j'étais bien payé, mais je trouvais pas complètement mon utilité et le endgame, j'avais du mal à le voir. Et grâce à ce client qui m'a fait confiance, j'ai découvert un autre monde en réalité. J'ai découvert que quelqu'un qui avait 15 ans de plus que moi, qui était à la tête d'une société déjà importante, qui avait un moment hyper stratégique dans sa vie, pouvait en réalité véritablement m'appeler moi et me demander mon avis et le suivre. Et que ça avait des conséquences bien évidemment. Donc l'approche du métier, tout d'un coup d'être responsabilisé totalement sur ce que l'on a, sur son conseil, a complètement changé ma vision du truc. Et pour la petite histoire d'ailleurs, à l'époque où ça se fait avec ce client, ça se fait très vite. On n'a pas le temps de se rencontrer. Et on passe un mois comme ça à échanger, ça se passe plutôt bien, c'était sur la chaude recommandation d'un associé. Et je vais le voir dans ses bureaux pour la première fois. Et là, je vois un premier rictus sur son visage où je sentais un peu d'étonnement. On s'avance dans son bureau, on traverse l'open space et je vois un de ses stagiaires qui me salue. Je le salue chaleureusement parce que c'était un camarade de soirée. Et je vois un second rictus sur son visage. J'arrive dans son bureau et là, il ferme la porte, il me dit « Mais Fabrice, tu as quel âge ?» Et effectivement, je lui dis que j'ai 27 ans à l'époque. Et il me regarde, un peu désemparé. Il n'avait pas trop le choix parce que j'étais officiellement son conseil et qu'on avait déjà échangé les documents. Et il me met en garde et me dit écoute, ok, je te fais confiance, finalement dans mon équipe j'ai beaucoup de jeunes, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien avec mon conseil, mais quand même, je m'y attendais pas. Et voilà, c'est quelqu'un que j'ai suivi, que je suis depuis 8 ans et qui m'a ouvert un écosystème. Donc pour répondre à ta question, ce client, pourquoi je disais qu'il a tout changé, c'est qu'il a changé mon prisme sur le métier, mais il m'a aussi finalement donné une visibilité, puisque j'ai commencé à rencontrer des investisseurs, j'ai commencé à rencontrer ses associés, qui au fil des années m'ont donné du boulot. Franchement, c'est une très belle histoire, c'est une très belle aventure. Et du coup, tu devais être aussi reconnaissant à l'égard de l'associé qui t'avait chaudement recommandé et finalement lancé dans le grand bain directement. Absolument, je lui ai envoyé récemment là, une belle bouteille de vin puisqu'on a signé l'opération en juillet par laquelle cette société pour laquelle j'ai été le premier entrée d'un investisseur venait de s'associer avec un autre partenaire, donc j'espère qu'il l'a reçu puisque c'est une nouvelle, j'espère qu'elle ne s'est pas garée. Mais bien évidemment, je ne manque pas une occasion de le saluer. Il s'agit de Philippe Druon en l'occurrence et je ne l'oublierai pas.
Très clair. Je pense que ça aussi, c'est une bonne leçon, c'est que la reconnaissance quand un associé donne un dossier à un collaborateur ou quand il l'aide et qu'il l'accompagne, il faut en avoir à l'égard de l'associé parce que c'est pas de droit. En réalité, c'est parce qu'il a voulu ou il a vu quelque chose en quelqu'un et que derrière il lui a fait confiance. Donc je sais pas si tu reproduis toi du coup ce schéma-là. Ou tu essayes de le faire. Ouais, tout à fait. En fait, j'essaye autant que possible mais sans brusquer les collaborateurs. C'est-à-dire que pour moi, il y a plein de façons d'évoluer dans un cabinet. Et chez nous en particulier, on n'est pas obligé d'être un rainmaker pour évoluer. En tout cas, fondamentalement, j'encourage tous ceux qui ont un peu cette appétence et ces envies à les suivre. Et donc, oui, il m'arrive de donner des dossiers perso à des collaborateurs. J'ai pas encore connaissance de longues histoires après, mais ce n'est que le début. Très chouette. Je reviens un petit peu sur ce moment-là, donc quand tu as finalement ce premier énorme dossier qui t'est confié et que tu traites, sur lequel tu prends tes responsabilités, sur lequel tu te rends compte que finalement être avocat c'est ça et que c'est ça ce que tu veux faire. Tu es en 4e année, donc tu traites ce dossier en parallèle de ce que tu fais au sein du cabinet d'avocat. Est-ce que tu ressens pas une forme de frustration? C'est-à-dire que en fait, tu as goûté à l'autonomie, la liberté, à la stratégie sur ton propre dossier, et a posteriori tu retournes sur des dossiers sur lesquels bien sûr tu as ton mot à dire, tu vas pouvoir travailler en profondeur dessus, etc. Mais sur lesquels tu n'es plus entre guillemets aux manettes. Est-ce que ça, c'est pas difficile? Alors, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de difficile à l'époque. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'était un dossier avec énormément d'enjeux, et pour moi et pour mon client, mais c'était un dossier qui était beaucoup moins significatif en termes de volume et de taille que les dossiers qu'on traitait au cabinet. Et donc, j'avais quand même encore cette forme d'humilité, et puis au-delà de ça, d'envie de me frotter à des dossiers aussi beaucoup plus significatifs, et j'avais conscience que c'était évidemment pas encore le temps pour moi d'avoir ces clients-là. En revanche, bien sûr, ça m'a donné envie d'être plus responsabilisé sur les dossiers, et puis peu à peu, j'ai eu cette chance de l'être de facto parce que les associés me faisaient confiance et m'ont donné de plus en plus de place. Cela dit, pour répondre à ta question, c'est quand même ce qui a justifié finalement à terme mon départ du cabinet, c'est que je me retrouvais dans une situation 4 ans plus tard dans laquelle j'avais un début de clientèle perso. Évidemment, j'avais quand même aussi des obligations vis-à-vis de Weil, et c'est un cabinet dans lequel on travaille beaucoup. Donc, et puis j'étais surtout seul, alors je bricolais, je faisais travailler d'autres collabs avec d'autres copains dans d'autres bureaux, on commençait à avoir des problématiques de financement, j'avais dû signer une négalope moi-même, bon, ça commençait en fait finalement sur mon nom et pas sur une structure, donc c'était des sujets qui me faisaient prendre conscience qu'en fait j'arrivais à un moment où il fallait que je fasse un choix. Le cabinet dans lequel j'étais, Weil, ils ont été à l'écoute de ça d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que ma clientèle n'était pas encore, et elle n'était pas du tout, en tout cas à l'époque, adaptée aux fees, à la structure de Narwhal. C'était pas la stratégie, et donc je ressentais le besoin de partir, et donc je me posais beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut que je monte mon cabinet, parce qu'aujourd'hui c'était plutôt des entrepreneurs, des startups. Est-ce qu'en réalité toute cette formation de 8 ans dans un cabinet où on fait que des deals large cap, j'allais pas un petit peu passer à côté de ce que j'avais appris en faisant ce grand écart tout de suite? Et j'ai eu la chance en fait à ce moment-là d'être appelé par Grégoire Andrieux chez McDermott, qui montait une équipe, qui avait rejoint le cabinet 2 ans avant, et qui voulait précisément en fait des profils entrepreneurs avec une capacité de développement, pas forcément tout de suite un business à apporter, mais en tout cas une capacité de développement, et puis surtout les épaules assez solides pour l'accompagner dans ce qu'il voulait être le nouveau le futur de McDermott pour ce qui était de l'équipe private equity, j'entends, à savoir monter en gamme sur des clients et justement s'attaquer à des fonds d'investissement du mid-cap et plus. Très clair. Donc finalement, si on revient un peu chez Weil et on passe direct après à ton arrivée chez Mac, tu discutes avec les associés de Weil, tu leur expliques que tu commences à avoir de la clientèle perso qui commence à grandir. Tu fais pas le choix, entre guillemets, de garder ça sous le carpet en disant je gonfle les pectoraux, je vais réussir à traiter, même si c'est ce que tu faisais factuellement, j'en suis convaincu, à traiter la clientèle du CAB plus ma clientèle perso. Tu fais le choix d'être transparent avec eux. Alors, ça s'est fait progressivement, mais effectivement est venu le moment de la 7e année où je me posais des questions sur comment est-ce que je pouvais moi justement gagner en autonomie sur les dossiers. Mon réflexe était de me dire qu'il fallait peut-être que le cabinet me confie des dossiers
un peu moins à enjeu, un peu moins médiatique, un peu moins bon. Mais en tout cas que je puisse un petit peu me faire les dents sur ces sujets-là et leur démontrer aussi que j'étais capable de fidéliser et développer dans ce terrain de jeu. Et ensuite à l'époque j'avais en tête peut-être de développer le venture chez Wild. Je crois que j'étais soit j'ai pas été assez persuasif, soit j'étais trop en avance, mais en tout cas à l'époque c'était pas tout à fait dans leur prisme. Aujourd'hui ils font de très belles opérations venture, il y a un jeune partenaire notamment ou futur partenaire je l'espère pour lui qui travaille là-dessus, mais c'est certain que c'était pas du tout compatible. Eux ils ont été à l'écoute, ils m'ont tout à fait donné du temps, mais la réalité c'est que je voyais que c'était pas compatible. Pourquoi ? Parce que les dossiers du cabinet continuaient de tomber. Les dossiers du cabinet étaient de plus en plus chronophages parce que je montais en responsabilité sur ces dossiers. Et donc en réalité, à un moment, il a fallu faire un choix entre avoir les mains libres pour développer ou continuer dans cette voie-là. Et avec aussi une perspective, il faut bien le dire, d'association qui était compliquée, parce que c'est un cabinet dans lequel l'association est très compliquée. Et donc j'ai fait ce choix lorsque Grégoire m'a appelé. Très clair. Et là, du coup, je pense qu'il faut le dire aussi pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient peut-être pas la même vision que ce que tu peux avoir du marché. McDermott d'il y a 5 ans, c'est pas du tout McDermott d'aujourd'hui. En tout cas, il était composé pour ce qui était de mon équipe, quasiment des mêmes associés, mais en effet, c'était pas le même. Pourquoi ? Parce que McDermott, quand je l'ai rejoint, ça fait 5 ans que le cabinet existe à Paris. 2 ans que l'équipe Private Equity existe. Et effectivement, moi-même, au moment du choix, j'ai hésité de longs mois. Je me posais la question du move entre une Rolls-Royce dans le private equity que tout le monde connaissait avec toutes les ressources, tous les accès que ça impliquait, à un cabinet qui était, je ne sais pas si je sais, en tout cas une équipe qui était peut-être la Tesla de demain, mais à l'époque où on ne savait pas encore si la Tesla avait plus de 50 km d'autonomie, quoi. Donc ça posait beaucoup de questions. Et ce qui a été passionnant, et c'est finalement ce qui m'a convaincu, c'était justement en fait de pouvoir rejoindre un projet entrepreneurial. McDermott était déjà un très beau cabinet aux États-Unis, il y avait déjà des bureaux européens, il y avait beaucoup d'ambition, il y avait déjà des associés que j'ai découverts à cette occasion très réputés, très installés. Mais en effet, c'était complètement sous le radar en tant que marque. Les associés étaient connus, mais pas la marque de nos clients. Comment tu négocies ton statut de counsel ? Qu'est-ce que tu vas négocier à l'intérieur ? Toi, tu veux un titre d'associé assez rapidement. Peut-être, d'ailleurs, je dis ça, je sais pas du tout. Mais comment tu vas le négocier ? Qu'est-ce que tu vas mettre dans la balance ? Qu'est-ce que tu vas leur vendre comme projet ? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu vas mettre comme brique dans le projet que Andrieux t'a pu te vendre ? La réalité, c'est que il n'y a pas eu tant de négociations que ça. Pourquoi ? Parce que il m'a été présenté en tout cas qu'il était impossible de passer associé tout de suite quand on était collab dans notre cabinet. C'est quelque chose qui s'est vérifié par la suite après moi. Et il était évident qu'il fallait que dans mon esprit en tout cas, que je ne pouvais pas quitter une aussi belle maison sans avoir fait une forme de progression. Pourquoi c'était important pour moi d'avoir ce statut ? C'est parce qu'il pouvait m'aider à la fois au sein de l'équipe que j'allais rejoindre à avoir un nouveau rôle, c'est-à-dire notamment vis-à-vis des collaborateurs, et vis-à-vis de l'extérieur évidemment, de cranter une étape. Et je pense que ça a été une excellente idée parce que ce qui a permis ensuite une accélération de mon développement et finalement une accélération assez rapide, c'était en effet le fait que les clients ont suivi. Et ils ont suivi, je pense, bien parce qu'il y avait notamment la possibilité de cranter dans leur idée le fait qu'un cabinet m'avait quelque part tamponné comme étant capable d'eux. Et ça est évidemment, malheureusement, complètement indispensable quand on s'adresse à un marché qui n'a pas forcément le temps de vous parler tous les jours et de savoir où vous en êtes. Comme Booba dans le rap game, t'as été validé. Ok, super. Donc t'arrives chez McDermott. Là, du coup, ton rôle va drastiquement changer par rapport à ce que tu faisais chez Wild. C'est-à-dire qu'en plus de traiter la clientèle qui arrive et qui est naissante, parce qu'en réalité, l'activité existe depuis peu de temps, tu vas devoir aussi travailler pour toi, même si tu le faisais déjà au préalable, mais de façon beaucoup plus affirmée, pour ton développement de portefeuille et pour vraiment t'inscrire dans cette équipe. Comment tu fais ? Je dois dire que je me suis un peu mis la pression quand je suis arrivé. Pression d'abord parce que je voulais être digne de cette promotion et je me suis vite rendu compte que le plus gros challenge c'était pas tellement de démontrer aux associés qu'on était capable d'eux, c'était de finalement convaincre les collaborateurs dont certains étaient finalement passés loin de moi
en âge, en minima, parfois en seniorité, que j'étais capable finalement de les faire aussi évoluer, ou en tout cas de leur donner de bons conseils. Et donc, comment est-ce que j'ai fait? J'ai été à la fois, en effet, très vite exposé sur des dossiers où on m'a laissé à la manœuvre. C'était un peu le deal, puisque c'était mon ambition et mon souhait, c'était ce qui me frustrait. Et de l'autre côté, je dois dire qu'en fait, j'ai eu la chance de ne pas avoir eu trop le temps de me poser la question de comment faire. J'ai bénéficié de l'appel d'air, d'une promotion, d'un changement de cabinet. Et les clients, je pense que je n'arrivais pas encore complètement à convaincre ma capacité de les accompagner en perso, parce que forcément, entre un avocat en perso et la signature d'un cabinet, c'est pas la même chose. Tout d'un coup, on avait résolu la problématique et en fait, ils ont commencé à appeler. Donc j'ai eu la chance que mon intégration en fait, se fasse assez rapidement. Et très tôt dans l'année, j'ai eu de nouveau des discussions avec les associés sur est-ce que tu te sens prêt pour qu'on te propose à l'association. Je ne savais pas très bien à quoi répondre, donc je me suis demandé qu'est-ce que je perds à dire oui, et est-ce que je peux vraiment dire non. Donc bien évidemment, là aussi, j'ai saisi la balle au bon, et j'ai été finalement associé le 1er janvier suivant. Comment ça se passe le partner track chez McDermott? Est-ce qu'on te demande des objectifs en termes de chiffre d'affaires qu'il faut que tu puisses justifier? Est-ce qu'on te demande plutôt une croissance? C'est-à-dire que tu es arrivé, je sais pas, on va dire à 2, tu es passé à 4, tu as une croissance de 100%. Est-ce que c'est ça qu'on va regarder en priorité? Est-ce que c'est ta capacité à t'être intégré à l'équipe, avoir justement traité ces problématiques, ou en tout cas ces débuts de problématiques, d'asseoir sa compétence par rapport aux autres collaborateurs et de leur montrer qu'on était en perspective de les faire avancer? Concrètement, qu'est-ce qui a été regardé et qu'est-ce qui a été pertinent pour eux? Le premier élément, bien évidemment, ça a été de vérifier la compétence et surtout, je pense, le fit ou la capacité en tout cas de gérer un client. Le deuxième, et c'était hyper important, c'était la capacité de m'intégrer à une équipe et d'avoir une légitimité vis-à-vis de cette équipe. Et le troisième, pour moi, ce qui a fait la différence très clairement, c'était la chance que j'ai eue finalement de pouvoir développer rapidement et d'avoir un chiffre qui était d'un niveau tel que ça faisait du sens de m'associer. Il était plus élevé que ce que j'avais fait par le passé, que de ce que j'avais entre guillemets vendu. Il y avait ce qui est super rare, enfin il faut le souligner, c'est quand même très rare. Il y avait effectivement aussi une croissance, et c'est ce qui a fait que j'ai pu avoir ça. Maintenant, pour répondre à ta question de façon plus large, aujourd'hui, devenir associé chez McDermott, c'est pas forcément avoir un niveau de chiffre significatif. En réalité, on est aussi à une étape maintenant de notre développement où on veut garder, si tu veux, des profils qui ont bien évidemment la fibre entrepreneuriale, mais pour nous, la fibre entrepreneuriale, je pense qu'on est à un niveau de maturité où c'est pas forcément celui qui va aller développer des clients, c'est aussi celui qui s'intègre parfaitement dans le projet, celui qui comprend le projet, celui qui peut aider à fidéliser des clients, celui qui peut aider à faire rayonner tout simplement le cabinet et la marque. Donc on voit, la réponse en fait maintenant est plus aussi claire, je pense, que par le passé. À une époque, quand je suis passé, je pense qu'on était encore plus quand même dans cette logique-là. Aujourd'hui, on est un peu plus, les possibilités sont plus ouvertes. Très clair. Tu deviens associé d'un cabinet dans lequel il y a déjà d'autres associés au sein de ton département. Comment tu fais finalement pour te positionner par rapport à ces associés? Est-ce que déjà tu as un positionnement différent, par exemple de Maître Andrieux, ou pas du tout? Alors, j'ai beaucoup appris moi sur ces 4 années d'association, parce qu'en effet, j'ai commencé, peut-être parce que justement j'étais passé rapidement, avec la croyance qu'il fallait absolument que je justifie finalement cette association un peu rapide et que je fasse du chiffre. Et donc à ce moment-là, je m'étais fixé des objectifs que j'avais partagés avec les associés et j'étais un peu obsédé par le fait d'arriver à faire ce chiffre. J'ai bénéficié d'une grande liberté, c'est-à-dire que, et je leur en remercie, parce que j'ai pas eu de contraintes de secteur, de typologie de clients. Ils ont vraiment rempli le contrat qu'on avait signé initialement, qui était justement de pouvoir permettre un développement, y compris avec des jeunes pousses, y compris avec des entrepreneurs, y compris peut-être avec des PME, pas forcément avec le client type de l'équipe private equity, qui était plutôt d'aller vers les fonds mid-cap ou des corporates ou des sociétés déjà installées.
Et donc je me suis un petit peu, je dirais, focalisé là-dessus, forcément mécaniquement du fait du stade où j'étais dans ma carrière, j'ai plus facilement développé une branche un peu plus venture, des entrepreneurs, des sociétés, quelques corporates. Rentrer un fonds d'investissement, c'est finalement quelque chose qui prend beaucoup de temps, que heureusement je commence à faire maintenant, mais qui à l'époque n'était pas encore complètement ma carte à jouer. Et donc je me suis différencié en allant sur ce secteur-là, tout en étant évidemment ouvert à traiter a priori les dossiers des autres, mais la réalité de mes 2 premières années, c'est que finalement j'ai un peu travaillé seul sur cet objectif-là. Et j'ai compris à la fin de la 2e année que j'avais pas complètement compris ce que c'était qu'être associé. Ça s'était bien passé en termes de croissance et en termes de chiffres, mais la réalité c'est que je travaillais un peu seul. Et heureusement j'ai commencé à ouvrir un peu les yeux sur finalement toutes les capacités, toutes les possibilités qui étaient ouvertes par le cabinet, en travaillant en équipe, en travaillant avec les autres, en venant justement se positionner sur des prospects communs, sur des axes de développement. Et ça a complètement changé les 2 années qui ont suivi, avec finalement, je l'ai ressenti aussi assez vite, finalement des bienfaits aussi sur mon développement personnel. Ça n'a pas freiné ma clientèle, loin de là, parce qu'à mesure que je gagnais en exposition grâce à des dossiers traités pour le cabinet ou pour certains associés ou avec certains associés, en réalité j'ai compris que je pouvais bénéficier plus rapidement d'une exposition. Continuer surtout d'être dans un secteur hyper intéressant à celui dans lequel je voulais être, à savoir le private equity, côté fonds d'investissement sur des deals LBO, et qui évidemment était plus difficile pour moi en tant que jeune partenaire à aller chercher tout seul. Et tu vois, ma 3e année, je me suis vraiment dit, je l'avais annoncé à Grégoire d'ailleurs à l'époque, je lui ai dit écoute, cette année je vais pas regarder les euros que je rentre dans la machine. Je vais essayer de me concentrer sur quelques clients, quelques objectifs, quelques perspectives. Et évidemment, c'est peut-être l'année où j'ai peut-être j'ai eu moins de croissance. En revanche, l'année d'après, ça en a porté ses fruits et j'ai finalement rentré les clients que je voulais. Donc je pense que le conseil à donner, il y a des étapes, chacun son rythme. Moi, j'ai eu la chance de bénéficier d'une grande liberté. Mais en fait comprendre que être associé d'un cabinet, c'est de pouvoir travailler avec les autres, c'est ça qui vous rendra évidemment meilleur et beaucoup plus performant. J'ai compris tout à l'heure le déclic par rapport justement au premier dossier que tu traites à titre perso où tu te dis je veux devenir avocat, c'est ça que je veux faire, je comprends maintenant les règles du jeu. Il y a une 2e phase, si je comprends bien, c'est celle finalement après tes 2 premières années d'association chez McDermott, où là en fait tu lèves la tête, tu ouvres les yeux et tu te dis en fait ok, j'ai peut-être mal fonctionné, peut-être trop obsédé par mon chiffre perso, il fallait peut-être plus que j'aille vers les autres. Est-ce que ça par exemple, ton associé plus senior, Grégoire, t'a aidé par rapport à ça, ou est-ce que le déclic il vient de toi finalement, où tu t'es dit en fait je crois que j'ai pas compris comment ça marchait? Alors, en fait j'ai pas eu oui, j'ai bénéficié en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai identifié le sujet et l'envie surtout, j'ai eu un relais, c'est-à-dire que pas seulement Grégoire, l'ensemble de mes associés en réalité étaient ouverts à ça. Et quand je parle des associés, je parle pas que des associés de l'équipe private equity, parce que la force de McDermott, c'est d'avoir des départements qui ont chacun leur clientèle, qui ont des avocats extrêmement pointus dans leur domaine. Je pense au regulatory, je pense au life science, je pense au droit fiscal, etc. Et en réalité, c'est grâce à eux finalement que j'ai réussi, que j'ai trouvé beaucoup de relais, parce que certains m'ont ouvert des portes bien volontiers, m'ont compris aussi que j'étais demandeur de venir collaborer, de venir apporter ce que je pouvais apporter dans un développement de clients. Et en fait, souvent, les avocats sont assez contents eux aussi de pouvoir bénéficier d'un appui, de ne pas aller seul à un certain nombre de réunions ou d'être absolument seul sur certains dossiers. Donc là, ça fait 4 ans que tu es associé chez McDermott, ou en tout cas, tu es dans ta 4e année, ou 5e ? 4e. C'est la fin de ma 4e année d'association. La fin de ta 4e année d'association. Donc, super développement sur les 2 premières années, prise de conscience sur la 3e année, réaccélération sur la 4e année, parce que tout le travail que tu avais fourni sur N3, tu en as eu une partie des résultats sur la 4e année. Ma question, tu vas venir gros comme une maison, c'est quoi les objectifs maintenant ? La devise du cabinet, c'est always better, donc ça veut dire 2 choses. Il y a de l'ambition, mais c'est aussi beaucoup d'humilité en fait. C'est que la réalité, c'est que on est dans un marché. Moi, je suis un jeune avocat. Je pense qu'une carrière, c'est des années, voire des dizaines d'années.
Donc les ambitions, c'est quoi? C'est d'arriver d'abord à se concentrer sur ses clients, ceux qu'on a déjà aujourd'hui. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec eux, de continuer à être à leur écoute, au-delà de ça, de faire du cross-sell, d'arriver à leur introduire les autres associés, les autres départements, les autres bureaux, pour ceux qui ont des velléités d'expansion dans des juridictions étrangères, etc. Et donc l'ambition, c'est de continuer surtout à faire partie d'une équipe qui peu à peu s'installe comme étant une référence dans notre secteur. Et alors qu'on a commencé à peine à avoir, je pense, cette compréhension, ce retour du marché, maintenant l'ambition c'est de rester à notre place. Et je suis lucide sur le fait qu'on a de la concurrence et je pense que gagner des parts de marché, on peut bénéficier de beaucoup de choses. Après y rester, continuer de croître, arriver à développer des équipes, à les pérenniser. C'est tous les enjeux en fait qu'on a collectivement maintenant au sein du cabinet. On est passé, moi depuis que je suis arrivé, on est passé de 60 à plus de 110 avocats. C'est évidemment un enjeu énorme pour le cabinet que d'arriver maintenant à garder la même culture, la même envie, le même alignement et à continuer d'avoir des collaborateurs qui se sentent en propriétaires du projet. Donc je pense que c'est ça nos plus gros enjeux. Et donc à titre individuel, c'est de participer à tout ça. Parce que c'est une belle aventure entrepreneuriale qu'on a avec mes camarades associés. Très chouette. Aujourd'hui, tu as des collaborateurs sous ta responsabilité, ou en tout cas au sein de ton département, tu as des collaborateurs. Tu as toi-même été collaborateur il n'y a pas encore si longtemps que ça. Est-ce que tu utilises des méthodes particulières pour les manager, pour les faire évoluer? Comment tu te comportes avec tes collaborateurs? Je les frappe. Non, mais je pense que... non, du tout, j'espère que loin de là. Je pense que tu es bien placé pour savoir qu'on n'est pas formé à être des managers dans les cabinets d'avocats. Mais ce qui est certain, c'est que moi, la première chose qui m'a intéressé dans le métier, comme je le disais, je ne savais pas encore très bien ce que c'était qu'être avocat, c'était en tout cas les relations qu'on avait avec les uns les autres, et c'était de pouvoir finalement nouer des relations très fortes, parce que quand on travaille dur, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'intensité, quand on fait des sacrifices ensemble, bien évidemment ça rapproche. Et donc moi vis-à-vis des collaborateurs, j'essaye et j'espère de rester proche, c'est-à-dire de ne pas mettre une distance qui arrive, malheureusement je le vois maintenant presque avec l'âge, je suis encore jeune, mais c'est vrai qu'on vous voit plutôt comme tuto au début, mais de rester proche d'eux. Je passe du temps avec les gens de l'équipe à les voir en dehors du bureau, déjeuner avec eux, à prendre un verre, à faire des points le plus régulier possible. Et puis surtout, je leur donne, je crois, à tous le même conseil, c'est de cultiver leur personnalité. Parce que mon parcours et puis tous ceux que j'entends autour de moi, je pense le démontrent, il y a 1000 façons d'être avocat. Mais par contre, on est dans de telles machines avec des enjeux, du stress, beaucoup d'heures, etc., que si on n'affirme pas sa personnalité, on peut vite se retrouver noyé. Et donc la personnalité, c'est quoi? Ça peut être évidemment, on gagne en confiance et à mesure des années, c'est plus facile de l'affirmer, mais le plus tôt possible, le mieux. Et donc c'est quoi? C'est s'ouvrir un peu, expliquer quelles sont ses passions, ses hobbies, mettre ses limites. Moi à l'époque, ça va peut-être te faire sourire, mais c'était assez simple, hein, c'était le foot. Et très clairement, assez vite, j'avais réussi à faire comprendre aux associés de Wild que c'était pas envisageable que je rate un match de Ligue des Champions un mardi soir, même s'il y avait un mark-up à faire. Alors en fait, je le faisais le mark-up, mais je le faisais à l'heure à la mi-temps. Voilà, je le faisais à l'heure à laquelle j'étais disponible. Et en réalité, ça fonctionnait bien. Et ça prête à rire parce que c'est assez dérisoire un match de foot, mais en réalité, à ce moment-là, ça prenait de l'importance. C'était important pour moi d'avoir une soupape et j'étais extrêmement heureux et fier aussi de la confiance qu'ils pouvaient me témoigner à ce moment-là, que les associés qui me laissent en fait finalement avoir cette possibilité-là. Donc j'essaye de reproduire ça, de laisser les gens finalement en responsabilité. Et surtout de laisser les portes ouvertes pour arriver à créer des cadeaux de confiance. Mais c'est super drôle. Alors, l'exemple est assez similaire. Moi, j'ai un de mes copains qui s'est barré d'un cabinet américain dans lequel il était collaborateur quand un associé lui empêchait d'aller regarder un match de foot de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2018.
Et il a dit en fait, là j'ai plus d'équilibre, c'est plus possible, je me casse. Et ça a été un déclencheur. Et tu vois, donc c'est pas un exemple anodin. Et peut-être qu'effectivement c'était la goutte d'eau, mais peut-être aussi, je connais pas, mais qu'il n'avait pas assez exprimé ou alerté avant le besoin. Et moi, c'est ce qu'on a de pire à traiter. Et ça, je l'ai vécu malheureusement. Collectivement, on le vit. Parfois, on a des gens qui nous disent mais vous n'êtes pas rendu compte que j'avais beaucoup de boulot. Mais en fait, on se rend compte qu'avec le temps, c'est pas tellement un sujet de charge de travail. Moi, on a des gens dans l'équipe qui ont quitté des cabinets parce qu'ils travaillaient trop, qui je crois aujourd'hui travaillent autant, mais qui sont heureux. Et ils sont heureux pourquoi ? Parce que je pense qu'ils se sentent en propriété du projet, ils se sentent propriétaires du sujet. Et deuxièmement, ils savent qu'on est à leur écoute, toujours. Et c'est la seule façon, à mon avis, long terme, d'arriver à faire prospérer une équipe. Et surtout, ils osent vous parler. Et ça, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Oui, alors après ça demande de la disponibilité, mais c'est ce qu'on essaye de faire. Il y a quelque chose dont tu es fier dans ta carrière, que ce soit vis-à-vis des équipes, vis-à-vis d'autres collaborateurs, vis-à-vis peut-être de ce premier dossier que tu nous reciteras quand même aux exemples, mais quelque chose qui t'a marqué de façon positive, soit à titre individuel, soit à titre collectif sur une opération que vous avez pu réaliser ou un moment que tu as pu passer avec tes associés ou les collaborateurs quand tu l'étais. Il peut ne pas en avoir. Enfin. Non, mais je pense que je vais aller vite parce que ce serait un peu une redite, mais deux fiertés en effet importantes. C'est la confiance de ce premier client réitérée pendant plus de 8 ans, le fait d'avoir pu grandir avec lui dans les enjeux et d'avoir réussi à être conservé comme consigliere, alors même que sans doute Tom Hagan. Alors même que sans doute beaucoup de cabinets rôdaient autour de lui. Et au niveau des équipes, en réalité, le fait d'avoir finalement eu des collaborateurs qui nous ont rejoints, d'autres cabinets, à qui on avait tenu le discours que je viens de tenir, et que 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, alors même qu'on a beaucoup travaillé ensemble, qu'on a passé plein de temps à faire des dossiers, en fait ils nous disent ouais, je suis bien ici et vous m'aviez pas menti. Il y a de la place pour moi, pour mes ambitions et puis aussi pour mon développement personnel. Très chouette. Et au contraire, quelque chose dont t'es pas fier, quelque chose que t'as manqué, quelque chose qui t'a touché, plutôt négativement. Bon, j'ai pas piqué dans la caisse, donc j'ai pas raison de ce point de vue-là de rougir. Non, je pense que j'ai pas véritablement d'images là qui me viennent à l'esprit. Bah c'est une bonne chose. Il n'y a pas de traumatisme en tout cas enfui ou quoi que ce soit. J'ai pas été traumatisé. J'ai eu la chance, je le réitère, d'avoir été dans des cabinets qui étaient de façon très différente dans leur style, mais en tout cas de grandes familles. Donc généralement les non-dits pouvaient être exprimés. Fabrice, je t'ai pris pas mal de temps sur ton après-midi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à destination de ton cabinet, à destination de tes équipes, à destination de tes clients, à destination de qui tu veux ? C'est la minute Fabrice Piolet. La minute Fabrice Piolet, ce serait peut-être pour dire que, un peu poursuivre le fil un peu de ce qu'on se disait, c'est que moi si j'ai un conseil à donner aux collaborateurs qui veulent devenir associés, ou au-delà de ça, au contraire, moi je trouve que ce qu'il y a de plus passionnant dans notre métier, c'est finalement de pouvoir rentrer dans l'intimité des gens, que ce soit par le biais de la confiance professionnelle avec vos équipes, ou au-delà de ça, dans l'intimité de vos clients. Et cette intimité-là, elle se fait à mon avis par le fait de toujours, en plus du boulot que l'on délivre, ajouter une personal touch, quelque chose, être ouvert à un client qu'il faut généralement le mesurer est dans un niveau de stress total, ou en tout cas avec des enjeux hyper importants. Et donc avoir le temps se donner le temps de créer cette relation-là. Et je pense que ce qui fait la beauté de notre métier, c'est la possibilité finalement de construire sur le long terme des relations intimes avec des gens qu'on revoit, qu'on recroise, et donc cultiver ça. Fabrice, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, j'ai pris un grand plaisir à échanger avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite au sein de ton cabinet et dans tes activités du quotidien. Et je te dis à très vite. Eh bien, merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement
dédié aux avocats, dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas